Vous souhaitez donner de la valeur à votre patrimoine, peut-être acheter un bien immobilier pour le réhabiliter. Mais c'est pas facile, on a besoin de conseils, on a besoin d'expertise. Ça tombe bien, l'émission est dédiée à ce sujet. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo pour parler rénovation, pour parler réhabilitation, pour parler valorisation du patrimoine. Pierre-Marie Perrin, bonjour. Bonjour Olivier. Pierre-Marie Perrin, à la tête d'Elio, spécialiste de la rénovation énergétique, et vous êtes responsable en fait des affaires publiques chez Elio. Guillaume Millot, bonjour. Bonjour. Guillaume. Alors Guillaume Millot, auteur de Acheter, rénover, gagner. Ce livre, je précise que vous êtes expert de la maîtrise d'ouvrage, donc auteur de ce livre aussi, un guide pour réussir ses projets immobiliers grâce à la rénovation énergétique. C'est une belle promesse. Alors, question d'introduction à tous les deux. Dans le secteur de la rénovation, plus que jamais, on a besoin de confiance, on a besoin de transparence, on a besoin aussi de compétences, de visibilité. Pour vous, quelles sont les conditions nécessaires pour réussir cet immense chantier de la rénovation énergétique ? Pierre-Marie. Pour moi, la première chose, c'est la stabilité réglementaire. Et on a cette chance-là quand même, c'est d'avoir une ministre qui a été renouvelée dans ses fonctions, Madame Létard. Et ça, c'est très important, ne serait-ce que pour la filière, pour les professionnels qui travaillent sur le terrain. Et la stabilité réglementaire va permettre de structurer l'ensemble de la filière et d'accélérer ce grand mouvement qui est le chantier du siècle de la rénovation énergétique. Très bien. Guillaume, alors, si on part du postulat qu'effectivement l'objectif c'est 2050 avec un parc immobilier zéro émission, il faut aussi se rendre compte de ce que ça... Quelles sont les conséquences ? Ces conséquences, c'est qu'on a à l'horizon 2050 quasiment 90% du patrimoine français qu'il va falloir rénover de manière globale et performante. Donc ça représente un investissement, si on prend 50 ou 60 000 euros par habitation, ça représente quasiment 80 milliards de travaux à réaliser par an jusqu'en 2050. C'est 400 000 emplois qu'il faut créer, c'est des filières industrielles à créer. Et donc pour moi, les conditions pour réussir ce chantier, qui je pense est le chantier du siècle, ouais. Voilà, on est face à un défi immense. C'est numéro un, il faut avoir un plan d'action parce qu'on a l'objectif final, mais pour l'instant, on n'a pas un cap précis. Et là, je rejoins ce qui a été dit sur la partie réglementaire. Numéro 2, il faut savoir qui paye l'addition. Est-ce que c'est un État qui devient un État majeur avec des financements majeurs sans condition de ressources ou est-ce que c'est le secteur privé qui va financer ? Et puis, je pense, numéro 3, il faut déréglementer et puis surtout au niveau de l'administration, de l'administratif. Par exemple, un permis de construire aujourd'hui, en moyenne, dans mon secteur, c'est 9 mois pour obtenir une autorisation de construire. Donc, il faut, à mon sens, avoir un choc de simplification réglementaire et administratif. Bon, et ça, on l'évoquera, le choc de simplification notamment. Là, on va voir déjà concrètement, Pierre-Marie, il y a beaucoup de choses qui changent depuis le 1er janvier 2025 en matière d'aide publique et qui concernent la rénovation énergétique. Si l'on devait faire une synthèse, qu'est-ce qui change concrètement ? Alors déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que le budget de MaPrimeRénov', qui est l'aide publique au financement de la rénovation énergétique, est à peu près calqué sur celui du budget 2024. Donc on va être aux alentours de 2,3 milliards. Alors qu'en 2024, on était à 2,5 milliards. Donc c'est une petite baisse. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir normalement, il va y avoir une stabilité réglementaire par rapport à la réforme qui est passée au 15 mai 2024, où on marche sur deux jambes. La première, c'est la rénovation dite d'ampleur, et avec le parcours accompagné, qui va permettre aux propriétaires de biens de pouvoir être accompagnés quand ils font une rénovation d'ampleur dans leur logement, mais également pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ou pour ceux qui ont besoin de faire que du geste, on maintient le monogeste en 2025. Et ça, c'est intéressant. La filière l'avait demandé, les artisans l'avaient demandé, et on voit que depuis le 15 mai 2024, les chantiers augmentent. Il y a une donnée qui est à prendre en compte, c'est que comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2025, il y a une interdiction de location des biens qui étaient classés avec un DPE G. Les plus énergivores. Les plus énergivores. Donc on sort à peu près 600 000 logements du parc. Donc c'est une problématique parce que vous avez des gens qui ont un peu du mal à se loger en France et on sait que l'immobilier est en crise. En revanche, on accompagne et c'est beaucoup plus facile et on va aider ces propriétaires à avoir les cartes en main pour rénover leur logement avec les dispositifs d'aide publique mais d'aide privée aussi. Alors ça concerne là aussi concrètement en fait la
le moment de la première location et au moment de la relocation sur une reconduction ou un renouvellement? Peut-on préciser? Alors, la limite est ténue, mais normalement, c'est au renouvellement du bail, donc quand il y a un nouveau contrat qui est signé. Et donc, ces conditions-là, les locataires qui sont aujourd'hui dans un appartement qui sont en G, ils ne vont pas être virés de leur logement, ou en tout cas, les propriétaires ne seront pas forcément soumis tant qu'il n'y a pas de renouvellement ou de reconduction ou de nouveau bail. Et on rappelle, enfin en tout cas on indique que pour tout ce qui est le budget notamment de l'État où va découler en fait des sommes d'argent sur la rénovation énergétique, nous enregistrons cette émission le 9 janvier, donc voilà, au moment où vous voyez l'émission, il y a des choses qui se sont produites, mais nous sommes le 9 janvier. Exactement, mais en tout cas il y a des bases qui ont été posées, la ministre qui était déjà en poste Valérie Létard, en a mis en place, à la confiance du secteur de l'immobilier et de la rénovation énergétique, donc ça c'est très important. Et puis on parlait des aides, vous avez les aides publiques, mais vous avez également un dispositif d'aide privée qui est payé par les fournisseurs d'énergie, que sont les certificats d'économie d'énergie, qui eux vont aider également les propriétaires, les bailleurs, à rénover leur logement. Et donc ça c'est très important. Il y a plusieurs aides et on est en capacité aujourd'hui de financer quasiment 100% de la rénovation énergétique pour des ménages très modestes. Et puis après, ça diminue en fonction de votre catégorie. Il y a seulement un changement qui est quand même assez important, c'est qu'il y a moins d'aide pour les ménages dits roses. Donc c'est une catégorie en fonction des revenus, donc c'est les ménages les plus aisés qui là voient baisser leurs aides à la rénovation énergétique. Et c'est quand même un souci parce que ce sont des ménages qui souvent ont la capacité d'engager plus facilement des travaux, et donc là on limite aux ménages très modestes. Donc là c'est le seul bémol dans la réforme et dans ce qui va être appliqué ce qui est appliqué à partir du 1er janvier 2025, c'est une baisse des aides pour ces ménages. Et après, en revanche, vous avez un taux d'écrêtement, c'est-à-dire que c'est la part des aides par rapport aux travaux qui est pris en charge. Aujourd'hui, ce taux d'écrêtement va augmenter. Donc pour des ménages très modestes, on va pouvoir financer 100% des travaux, des ménages modestes, quasiment 90%. Et après, c'est dégressif en fonction de vos revenus. Bon, on va voir des exemples, justement, Pierre-Marie, des exemples emblématiques de réhabilitation à la fois menée par Elio avec des collectivités, mais aussi pour des particuliers. Alors, des exemples. On a des exemples. On a rénové, par exemple, la maison de particuliers à Orléans. Et donc, on a fait des rénovations globales d'ampleur, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs gestes de travaux, au moins 3. Donc, notamment l'isolation thermique par l'extérieur qui permet véritablement d'isoler son logement, mais le changement également du système de chauffage, et on arrive avec les aides à financer très bien la rénovation énergétique et à prendre en charge le maximum de travaux. Et donc ça c'est très important de dire aux propriétaires et à ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels qui connaissent le sujet, qui ont pignon sur rue, que vous pouvez trouver sur les sites internet et qui ont des bons avis, ça c'est très important dans les conseils. Et donc, quand on fait plus de 3 gestes de travaux, isolation, changement de système de chauffage, mais également tout ce qui est isolation des combles ou des planchers bas, c'est important et on arrive à bien isoler son logement et surtout à faire baisser sa consommation énergétique et à regagner du pouvoir d'achat. Autre exemple. Alors on a rénové avec l'aide de la municipalité de Laval, on les accompagne depuis quasiment plus de 7 ans, et avec son maire Florian Berco qui est un élu extrêmement dynamique, jeune élu, qui a eu envie dans des quartiers prioritaires de rénover son école, plusieurs écoles, et donc là également on a fait de l'isolation thermique par l'extérieur et on est allé chercher des financements privés dont je parlais tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie qui permettent à la municipalité dans ces temps de crise, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les collectivités territoriales ont beaucoup de mal à trouver des ressources de financement, et bien justement à faire baisser le reste à charge de ces travaux et à pouvoir rebasculer des budgets vers d'autres postes qui le méritent. Et puis un dernier exemple, alors du côté de Besse. Alors Besse, là vous avez également une commune, plus petite commune, mais c'est important parce qu'elles n'ont pas forcément les compétences techniques et les services nécessaires, et donc Elio est venu les accompagner pour du raccordement au réseau de chaleur. Aujourd'hui, c'est important, ces techniques de chauffage qui sont beaucoup plus propres, et on va raccorder la commune à des réseaux de chaleur existants, et
Et aujourd'hui, c'est extrêmement bien financé. Donc toutes les communes qui nous regardent, les maires, les directeurs généraux des services, n'hésitez pas à faire appel à des entreprises spécialisées qui vont aller vous chercher et optimiser les aides et les financements. Très bien. Guillaume Milot, votre parcours professionnel, si vous deviez le décrire pour bien comprendre, vous en êtes aujourd'hui, notamment il y a bien sûr le livre, mais tout ce qui est expertise sur la rénovation énergétique et à plus large échelle sur la réhabilitation du patrimoine. Alors moi j'ai un parcours d'ingénieur en bâtiment et dès 2002 je suis rentré dans un grand groupe français, le groupe Faya, dans lequel je me suis spécialisé dans la rénovation de gros projets de réhabilitation, notamment beaucoup sur l'avenue de la République à Marseille, donc sur tout le quart sud-est de la France. Et en 2019 j'ai eu envie de mettre tout ce savoir-faire dans le pilotage et le montage d'opérations de gros projets pour développer un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour apporter vraiment toute cette connaissance aux maîtres d'ouvrage, aux donneurs d'ordre et les accompagner dans le cadre de leurs projets de réhabilitation. Voilà. Alors, votre livre, donc Acheter, rénover, gagner, vous partagez une méthode pour que les particuliers et les investisseurs transforment les biens énergétiquement inefficaces en opportunités rentables. C'est une belle promesse. Comment on fait? Alors comment on fait? Déjà, premièrement, il faut bien acheter. Donc le principe de la méthode, c'est d'acheter des biens qui sont vraiment en très mauvais état. Donc les plus énergivores. Alors on est vraiment au-delà même de la passoire thermique. Au-delà de la passoire. On est sur des biens qui sont en menace de péril, quelquefois, qui n'ont pas eu de travaux, qui n'ont pas de système de chauffage, qui ont des fenêtres encore d'époque. Enfin, on est vraiment sur des biens extrêmement dégradés et vétustes. Et donc, forcément, on a un volet d'action sur l'achat, puisque en achetant un bien de cette façon-là, on achète en dessous du prix du marché. Par exemple, à Marseille, une passoire thermique, en moyenne, ça va s'acheter entre 15 et 20% en dessous du prix du marché. Donc ça, c'est la première des choses. Ouais. Numéro 1, c'est bien acheter. Donc ça offre des opportunités, notamment pour les primo-accédants qui ont envie de se remonter les manches et qui n'ont pas forcément l'accès au crédit facile. On va dire que là, ils ont un volet pour acheter un petit peu moins cher que sur le prix du marché. On pourrait se dire aussi, c'est pas cher, mais il y a tellement de travaux derrière qu'au final, ça va coûter combien? Alors c'est justement là le principe de la méthode que je propose, c'est de vraiment faire des rénovations sur le principe de faire des rénovations globales et performantes. C'est-à-dire que le principe que j'évoque, c'est de sortir du scope des interdictions de suite, et c'est de suite viser des niveaux de performance à l'horizon 2050. Comme ça, on arrive à valoriser un patrimoine et on sort complètement du scope des réglementations, des interdictions. On ne se pose plus de questions, on est directement en 2050 et on vise des étiquettes B. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement, comme on achète beaucoup moins cher par rapport au prix du marché, du coup on a un meilleur amortissement de nos travaux, et comme on arrive dans des biens où de toute façon il faut faire des travaux d'ampleur, autant faire les choses de la bonne façon et de la bonne manière, et c'est précisément ce que j'explique dans le livre. Mais alors Guillaume, comment on les trouve? Comment on déniche justement ces biens sous-évalués et dont on va faire d'énormes travaux? Comment on les trouve? Alors on les trouve par plein de biais. Il y a d'abord les notaires, il y a quelquefois le Bon Coin. J'ai l'exemple d'un client qui a racheté un vieil hôtel en plein centre-ville de Nice, et d'ailleurs qu'on est en train de faire une opération par l'intermédiaire du Bon Coin, tout simplement. Ouais. On a des réseaux de professionnels, on a des agences immobilières, on a quelquefois en mairie, on peut retrouver des biens qui sont classés comme étant en péril, et donc du coup on a accès à ces informations-là. Donc il y a plein de sources d'informations qui nous permettent de trouver ces biens, et sachant que avec les interdictions de location qui sont rentrées en action au mois de janvier, on va avoir un marché qui déjà se développe, je l'ai constaté depuis 2021 à peu près. On a un marché de la rénovation, un marché de la passoire thermique, et c'est quelque chose qui va s'accentuer dans les... La donne est en train de changer, notamment avec les banques qui sont de plus en plus regardantes sur à la fois l'aspect énergétique, que ce soit les biens A, B, C, ou alors justement ceux qui sont décotés. Tout à fait. Oui. Alors, des exemples, justement, Guillaume, de réhabilitation exemplaire. Là, on va prendre un autre niveau. Des exemples, alors le premier exemple, c'est l'opération que je suis en train que je venais de vous évoquer. C'est un hôtel qui a été un vieil hôtel dans le centre-ville de Nice, qui était donc en menace de péril. Donc, le client a acheté 35% en dessous du prix réel de la valeur de l'immobilier à cet endroit-là. Et on est en train de faire une rénovation exemplaire avec notamment des enduits à la chaux mélangés avec du chanvre,
chanvre pour apporter des corrections thermiques, on utilise des matériaux biosourcés, on utilise des fenêtres en bois, parce que Nice est une ville qui est protégée par l'UNESCO, donc on est soumis à un certain nombre de contraintes patrimoniales, et donc on est en train de faire une rénovation exemplaire pour viser l'étiquette B, avec des dispositifs de chauffage, des systèmes de ventilation double flux, enfin bref, vraiment le package. Et à la clé, on va demander un label BBC Rénovation, donc pour garantir cette consommation de 80 kWh par mètre carré par an, qui garantit donc l'étiquette B, étiquette énergétique. Le seul problème que l'on a, c'est que comme on est en zone protégée aujourd'hui, on ne sait pas encore mettre des énergies renouvelables pour arriver au zéro émission. Donc ça fait aussi partie des sujets de réglementation qui risquent de pénaliser en fait cet objectif de zéro émission que l'on peut avoir. Donc là, voilà, on est vraiment sur un objet un peu atypique. Et donc, la valeur du bien va exploser parce que derrière, avec un label BBC, on peut forcément revendre le bien un petit peu au-dessus du prix du marché. Il y a une partie qui va être vendue, une autre partie qui va être louée. Là, pareil, les locataires qui rentrent dans un bien qui ne consomme pas d'énergie, finalement, c'est gagnant-gagnant. On peut finalement louer un petit peu plus cher, et ce que l'on loue plus cher, le client, le locataire, lui, va le récupérer sur l'énergie et le confort de vie que l'on a à l'intérieur du bien. On va vous écouter justement et poursuivre tous les deux. Pierre-Marie, justement, sur la donne, elle a vraiment changé, sur la valeur verte des logements, sur la valorisation du patrimoine. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le secteur de l'immobilier, il y a beaucoup de critères qui sont dans le rouge. Aujourd'hui, le seul, c'est la valeur verte. Ouais. Vous l'expliquiez tout à l'heure, mais c'est très important. Il y a eu plusieurs études, notamment de Notaires de France, qui expliquent qu'aujourd'hui, un appartement, c'est plus 19% lorsqu'il a été rénové. Le prix, c'est 21% pour une maison. J'ai un exemple, en Nouvelle-Aquitaine, un bâtiment, une maison BBC A ou B, elle est vendue 51% plus cher qu'une passoire thermique. Donc ça, c'est une donnée. Aujourd'hui, rénover, c'est rentable. Alors effectivement, il y a le reste à charge, mais on en parlait tout à l'heure. Il y a les banques qui s'y mettent, vous le disiez Olivier. Vous avez des entreprises qui sont en train de se structurer pour apporter des financements, pour créer de nouveaux types de financements. Aujourd'hui, nous, on est en train d'expérimenter un modèle qui s'appelle l'opérateur ensemblier. Donc c'est-à-dire que l'on dit à des personnes, notamment en copropriété, mais aussi des ménages dans la difficulté, nous arrivons chez vous dans votre logement, nous faisons vos travaux, nous les prenons en charge financièrement et on met en place avec vous un contrat et où on se rembourse sur les économies d'énergie réelles qui ont été faites post-travaux. Donc c'est-à-dire qu'un ménage, sur la facture, il payait peut-être 300 € de facture par mois. Avec les travaux, il n'en paye plus que 80 ou 100. Et ben, le delta, les 200, vont permettre de rembourser les travaux et la prise en charge que nous avons fait par Elio. Donc il y a des modèles, il y a des gens qui travaillent, il y en a qui écrivent des livres, et bravo pour ce que vous avez fait. Mais c'est intéressant, c'est en train de bouillonner, et aujourd'hui, si on a un cap clair, des décisions fortes du politique, les acteurs vont s'engager et vont pouvoir mettre des modèles pérennes. Aujourd'hui, la filière, elle n'est pas pérenne, même dans la formation, parce que l'on n'a pas le cap, et vous le disiez, le cap c'est 2050, on doit fédérer un écosystème. Et tant que cet écosystème-là ne sera pas fédéré, on ne pourra pas y arriver. Mais il y a quand même des choses qui sont positives. On le voit dans la formation. Aujourd'hui, chez Elio, on a des gens qui arrivent, qui travaillent dans la promotion immobilière, avec des dispositifs, des écoles spécialisées. Je pense à la Solive, je pense à l'ER, qui est l'école de la rénovation énergétique. Et bien, vous avez des personnes qui sont en pleine mutation de métier, de formation professionnelle, et qui viennent apporter toutes leurs compétences qu'ils ont acquises dans leurs précédentes expériences professionnelles, notamment dans le neuf, et qui viennent apporter leur pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire, pour la rénovation énergétique. La formation qui devient indispensable, l'accompagnement aussi. En quoi justement aussi la crise énergétique est une opportunité à la fois pour les collectivités, pour les particuliers, pour les entreprises? Guillaume. Alors moi, ce que je pense, c'est que déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on rénove, on fait de la rénovation énergétique, on crée de la richesse et de la valeur sur le territoire français. Et donc, il n'y a pas que les travaux, il y a aussi l'organisation de toute la filière industrielle, approvisionnement des matières premières, les administratifs, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de main-d'œuvre, c'est de la main-d'œuvre directe pour faire des travaux, mais il y a tout un encadrement, il y a tous des administratifs tout autour qui gravitent. Donc, c'est fédérateur d'emplois immense. Donc, pour moi, si aujourd'hui, la rénovation énergétique devient un enjeu national, comme ça a pu l'être. Vous avez un doute là-dessus il n'y a pas assez de moyens pour vous attendez beaucoup plus. On n'est pas à la hauteur des enjeux, Guillaume? Je pense qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux parce que techniquement,
pour réaliser ce challenge du zéro émission à l'horizon 2050, on parle d'un parc immobilier qui fait 36 millions de logements. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 ou 10% de logements qui sont étiquette B. Donc ça veut dire qu'il y a 80-90% des logements qu'il va falloir rénover. Et donc c'est un chantier qui est titanesque. Et notamment, le gros problème aujourd'hui reste dans les copropriétés. C'est-à-dire que les travaux sont soumis à des votes d'Assemblée générale et c'est des blocages sur plusieurs années pour pouvoir débloquer des travaux. Et ce n'est pas qu'un problème de financement. Et je pense que là, il y a un gros volet pour pouvoir passer des lois qui permettent justement de forcer un petit peu la main sur les votes pour pouvoir débloquer les travaux dans les copropriétés. Et qu'est-ce que vous dites pour ou rassurer ou pas justement tous les gens qui se posent des questions sur le DPE, la fiabilité du DPE, et puis entre inciter et contraindre, Pierre-Marie? Moi, je pense qu'on doit être dans les deux. La contrainte... Inciter et contraindre. Exactement. La contrainte, elle est importante pour lancer le mouvement. Mais la contrainte, elle ne peut se faire que si on incite et on s'adapte aussi aux réalités locales. Aujourd'hui, on a réussi à avoir des adaptations, je pense, au préavis lorsqu'on rend son logement et qu'on est locataire. Dans les zones denses, on l'a réduit à 1 mois parce qu'on sait qu'il y a une rotation. Mais pourquoi pas s'adapter dans les zones denses, par exemple, en disant peut-être qu'on peut s'adapter, qu'on peut mettre un tout petit peu plus de tentes et comprendre ces réalités-là. Je pense en Ile-de-France, c'est très important. Aujourd'hui, on manque de biens à la location. Donc peut-être s'adapter. Après, moi, je serais quand même assez positif sur ce qu'a mis en place la France. Aujourd'hui, le chauffage, la climatisation en France ne représente que 7% de l'empreinte carbone, alors que dans l'Europe entière, sur l'ensemble de ce que je viens de dire, climatisation, éclairage, chauffage, on est à plus de 18%. Donc la France a quand même engagé un chemin, et donc on doit toujours être entre... Une exemplarité, ça il faut le dire. On doit être entre la contrainte et l'incitation. C'est aussi aux politiques de bien comprendre les réalités territoriales. Comment, Guillaume, on peut démocratiser l'accès aux projets de rénovation? Est-ce qu'on peut créer un écosystème? Comment on peut faire? C'était un petit peu l'idée derrière le livre que j'ai réalisé, c'est d'expliquer. Il y a aussi, je crois, un rôle, une responsabilité des professionnels pour vulgariser la partie. Souvent, les gens ne passent pas à l'action parce qu'aussi, ils ont peur de la technique, des travaux, des entreprises. Dans quoi on s'engage? Il y a toujours la mauvaise presse sur les entrepreneurs, alors que majoritairement, on a quand même des entreprises qui tiennent la route, mais voilà. Et donc, je pense qu'on a un vrai rôle, une vraie responsabilité professionnelle de l'immobilier pour vulgariser les choses, pour rendre les choses accessibles et simples, l'information. Donc, je pense que déjà, ça, c'est le premier pas. C'est la communication, c'est la formation, c'est rendre, au travers d'émissions, d'ailleurs, comme celle-ci, c'est de rendre l'information accessible à tous. Et puis, après, il y a aussi le volet formation professionnelle, voilà, la formation des entreprises, des artisans. On manque de main-d'œuvre cruellement d'entreprises, par exemple RGE, pour avoir accès aux aides. Aujourd'hui, on a une pénurie d'entreprises qui ont ce label et cette certification. Donc voilà, il y a tout ce volet-là. Donc je pense qu'avec un choc de simplification sur la déréglementation, avec une vulgarisation, avec une communication des professionnels, je pense que le grand public va s'y mettre, va comprendre les enjeux. C'est encore un peu trop obscur, peut-être encore trop dans la communication restrictive, c'est-à-dire on parle souvent des interdictions de location, mais on ne parle pas des opportunités qui sont liées à la rénovation énergétique. Donc il y a peut-être aussi une manière de communiquer qui doit être différente pour rendre les choses accessibles à tous. Une question d'harmonisation de l'ensemble des dispositifs d'aide. Vous le dites, aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une jungle des dispositifs. Et en fait, dès qu'il y a un flou, dès qu'il y a un doute, c'est là où s'engouffrent, je dirais, les fraudeurs. Donc aujourd'hui, si on a de la stabilité réglementaire, de la visibilité pour la filière, ça va se structurer. Et ça va se structurer de manière macro. Aujourd'hui, si on change tous les 6 mois de réglementation, plus personne n'y voit quelque chose, plus personne ne s'engage, et ça laisse la place à des gens qui sont malveillants et qui s'engouffrent dans la brèche. Donc de la visibilité, de la stabilité, et puis ne pas avoir peur du privé. Et ça, moi, je le dis régulièrement, le privé est capable de faire beaucoup. Donc il faut qu'il y ait un travail partenarial. Aujourd'hui, où les collectivités territoriales, où l'État est de plus en plus faible en termes de moyens financiers, appuyez-vous sur les entreprises privées, sur les compétences, mettons tout le monde autour de la table, et ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure autour des écosystèmes. Allons-y, créons des écosystèmes et n'ayons pas peur de rénover. La rénovation est le gage d'un logement où on vit mieux, avec un meilleur confort, et surtout que l'on revend mieux, et c'est quand même important pour les propriétaires. Et pour terminer tous les deux, dernier conseil pour une réhabilitation, une rénovation réussie. Dernier conseil.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une société de consommation, on passe d'un sujet à un autre, alors que le sujet de rénovation, c'est du temps long. On ne refait pas une salle de bain tous les ans, on ne change pas son sol tous les 2 ans. Quand on fait des travaux pour un temps long, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Donc on est déjà à l'horizon 2050. Donc pour tous les gens qui veulent se lancer dans des projets de rénovation, il faut prendre le temps à la fois de bien concevoir ces espaces pour la qualité de vie, le confort, mais aussi de choisir les bons matériaux qui sont en rapport avec la région dans laquelle on vit. Notamment, par exemple, l'emploi de matériaux biosourcés sur les isolations permet de créer un déphasage qui permet d'éviter les surchauffe en été. Donc quand on est dans une région où il y a beaucoup de soleil, où il y a des chaleurs intenses l'été, par exemple, ça a du sens. Voilà. Donc ça va être des exemples très concrets. Et je crois qu'il faut vraiment prendre son temps et il faut se lancer et avoir confiance en l'avenir. Oui. Y aller, oui. Et puis surtout, s'intéresser au sujet et ne pas complètement abandonner ses projets aux professionnels. Il faut vraiment rentrer dans les sujets et s'intéresser, parce que c'est souvent un projet de vie pour un particulier qui achète un appartement ou une maison et qui veut rénover. Et ça valorise le patrimoine. Mot de la fin, Pierre-Marie, sur les derniers conseils. Alors, entourez-vous avec des personnes de confiance qui vont vous accompagner sur la durée. Et ça, c'est le plus important. Si on est bien accompagné, si on est bien aiguillé, le projet va aller jusqu'au bout. Donc c'est la chose primordiale. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Merci infiniment. Guillaume Milot, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre-Marie Perrin, merci. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.